Hello, c'est Edouard. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps qui récapitulait toutes les étapes pour la vente d'un bien immobilier en Suisse, une question qu'on me posait souvent. Et puis du coup, avec cette question, on m'a aussi souvent posé quelles sont les étapes lors d'un achat d'un bien immobilier en Suisse. C'est assez pertinent. Donc tout d'abord, quand je veux dire immeuble, je veux dire plusieurs choses. C'est-à-dire qu'aux yeux du droit suisse, il y a plusieurs types d'immeubles. Ça peut être un bien-fonds, c'est un terrain, une part de copropriété, ça veut dire un appartement en PPE. Ça peut être un DDP, un droit de superficie, ou alors encore des mines. Et ça, c'est l'article 655 du Code civil. Sont des immeubles dans le sens de la présente loi les biens-fonds, les droits distincts et permanents, les DDP, les mines et les parts de copropriété d'un immeuble. Alors pour en venir en choses sérieuses, je pense que la première étape, c'est de connaître ses capacités de financement. En tant qu'acquéreur, vous ne devriez même pas avoir le droit d'aller visiter des immeubles avant de connaître qu'est-ce que vous pouvez acheter ou pas. J'ai perdu énormément de temps en tant que vendeur à faire des visites avec des gens qui ne connaissaient pas ce qu'ils pouvaient acheter et puis au final, il s'avère qu'ils ne pouvaient pas acheter grand-chose malheureusement. Donc pour définir votre capacité de financement, c'est assez simple. Vous allez voir votre banquier, vous leur donnez votre revenu et puis il va pouvoir vous dire plus ou moins avec votre fortune également qu'est-ce que vous avez le droit d'acheter ou pas. À noter qu'il y a plusieurs conditions de financement qui sont plus ou moins simples ici en Suisse, qui se compliquent quand même avec le temps, mais globalement vous avez besoin d'au moins 10% de cash et puis 10% peuvent provenir de votre deuxième pilier. À noter que vous pouvez mettre n'importe quel montant de votre deuxième pilier, mais 10% du financement global doit être apporté en cash. Mais le cash peut être sous plusieurs versions, comme soit des liquidités que vous avez directement ou alors une donation ou un avancement d'arrivée. Ensuite, la banque fait un calcul bien à elle de la tenue des charges. Ça veut dire qu'est-ce que ça va coûter pour vous d'être propriétaire de cet immeuble en fonction des intérêts, de l'amortissement et de l'entretien que vous devez apporter. Et puis avec ces données-là, donc tout ce que la propriété va vous coûter, elle va pouvoir définir, la banque, quel revenu vous avez besoin pour pouvoir acheter quel montant. D'une fois que votre capacité de financement est claire, vous devez savoir où est-ce que vous allez acheter et qu'est-ce que vous cherchez. Et même si ça paraît très absurde comme ça et assez bêtement dit, j'ai été moi-même confronté trop souvent à des acheteurs qui ne savaient pas vraiment ce qu'ils voulaient acheter et du coup ils loupaient toutes les bonnes opportunités. C'est-à-dire que si vous avez deux acheteurs en face de vous, quand vous êtes courtier ou quand vous êtes propriétaire, vous avez un acheteur qui est convaincu, qui est sûr de lui, qui sait ce qu'il veut et c'est exactement l'objet qu'il cherche depuis 5 ans. Vous avez à côté un acheteur qui hésite un peu et qui ne sait pas trop, vous avez vite fait votre choix. Et ces gens-là étaient toujours très gentils, très bien intentionnés, mais malheureusement ils ont toujours loupé les bonnes opportunités. Et vu qu'ensuite après ils deviennent des clients très sympas mais qui vous prennent beaucoup de temps pour au final ne jamais rien acheter, ce n'est pas les premiers que vous allez contacter en tant que courtier pour leur proposer les meilleures affaires, évidemment. Ensuite, admettons que vous avez trouvé le bien que vous vouliez acheter. Je pense que l'étape suivante, c'est de demander une expertise. Pourquoi une expertise qui est complètement impartiale? Vous avez en face de vous un courtier qui a fait une brève évaluation du bien immobilier et vous avez de l'autre côté un vendeur qui lui veut juste en obtenir le maximum possible. Mettez-vous à sa place aussi, il a raison, vous feriez pareil. Donc en gros là, vous avez un vendeur avec qui vous n'avez pas de contact mais qui est de toute façon, il veut juste en obtenir le maximum. Et de l'autre côté, vous avez un courtier avec qui vous êtes en contact, mais au final c'est le mandataire du vendeur, donc il n'est pas forcément vraiment impartial non plus. On va pas se mentir. Et vous avez plusieurs avantages à demander une expertise qui est indépendante pour des questions de financement, parce que la banque adore les expertises indépendantes. Pour vous-même aussi, vous savez quelle valeur vous allez obtenir par rapport au prix que vous devez payer. Et puis dans l'expertise, vous aurez aussi l'œil et l'avis d'un expert qui est complètement indépendant et qui est professionnel, qualifié, donc qui pourra vous attirer votre attention surtout sur les problèmes qui sont techniques ou qui peuvent être juridiques ou économiques. Avec l'expertise, vous devriez demander soit au courtier, soit à l'expert, soit aux deux, c'est peut-être bien d'avoir deux avis, l'impact fiscal qu'aura l'achat de la propriété pour vous. Vous imaginez bien que l'achat d'un immeuble pour vous va changer votre situation financière, économique et fiscale. Et puis le service des contributions le fait de 3 manières aujourd'hui. Donc vous avez un impôt sur la valeur locative qui est un loyer fictif qui vous est imposé même si vous ne louez pas votre logement. Pour le moment, ça existe, c'est possible qu'il disparaisse, c'est en train d'être discuté maintenant au Conseil des États. Vous avez un impôt sur la fortune, forcément, donc votre fortune va augmenter en achetant ce bien immobilier. Vous avez la valeur fiscale de l'immeuble qui sera ajoutée à votre fortune personnelle. Ensuite, vous pouvez déduire la dette, on peut rentrer dans les déductions, on ne va pas le faire ici parce que ce sera l'objet d'une future vidéo. Mais je peux vous dire qu'être propriétaire, c'est fiscalement assez intéressant en Suisse, en tout cas pour le moment, et ça dépend des cantons. Et puis vous avez l'impôt foncier qui est l'impôt le plus faible en général qui est ici en Valais par exemple de 1 pour 1000 de la valeur fiscale de l'immeuble qui est déjà normalement très basse. Ensuite, d'une fois que tout est clarifié et que vous êtes sûr, vous êtes convaincu, vous allez acheter. Je conseillerais de le faire par écrit même si pour moi j'ai jamais demandé d'envoyer un email aux acheteurs quand ils faisaient leur offre. Mais il y en a certains qui aiment bien et puis surtout les vendeurs apprécient bien de voir noir sur blanc qu'il y a effectivement une offre pour leur propriété.
Si vous ne deviez pas vous mettre d'accord, il y aura négociation. Si vous êtes enfin d'accord, vous pouvez accélérer avec les conditions de la vente et puis le projet d'acte chez le notaire. En tant qu'acheteur, vous avez le choix du notaire. Vous allez payer un impôt qui varie en fonction des frais d'acquisition qui varient en fonction du canton dans lequel vous achetez. Il y a des cantons en Suisse allemande chez qui il n'y a pas de notaire indépendant, mais que des notaires qui sont fonctionnaires. Ensuite, en Valais, vous allez payer plus ou moins 2,8% du prix de vente en frais d'acquisition. Dans le canton de Vaud, ce sera peut-être plutôt 4%, à Genève, ce sera plutôt 5%. Donc chaque canton fait un petit peu comme il veut. Vu que c'est vous qui payez le notaire, vous avez le droit de le choisir évidemment. Ce qu'il faut faire attention en tant qu'acheteur, c'est les frais de mobilier. Donc souvent les vendeurs vont essayer de glisser une valeur de mobilier lorsqu'ils vendent pour une question fiscale de gain immobilier. C'est-à-dire qu'eux sont imposés sur le gain immobilier réalisé lors de la vente. Donc le gain immobilier concerne les immeubles, étant donné qu'un meuble ce n'est pas un immeuble. La valeur du meuble n'est pas comptée dans la valeur de l'immeuble. Mais du coup, pour vous c'est un problème. Parce que vous, quand vous allez payer dans 20 ans l'impôt sur le gain immobilier, vous aurez acheté l'immeuble à la valeur de l'immeuble et pas à la valeur de l'immeuble plus le meuble. C'est-à-dire que toute la valeur du mobilier qui a été précisée dans l'acte de vente, vous ne pourrez pas le considérer comme payé le jour où vous vendez. Vous aurez donc aux yeux du fisc payé moins cher que ce que vous avez payé en vrai et du coup vous serez imposé sur plus cher. Alors vous avez la solution de revendre le mobilier dans 20 ans, mais est-ce que vous arriverez à glisser ça à l'acheteur futur? C'est une bonne question. Ensuite, dans les autres conditions, c'est plutôt assez basique en général. On a la clause de l'article 199 qui est souvent discutée aux actes de vente et puis les acheteurs le notent très souvent parce qu'ils ont un petit peu peur de ça. Cette clause-là dans l'acte de vente, elle dit tout simplement qu'il n'y a plus de garantie sur un immeuble qui a été construit il y a plus de 5 ans. Donc ça veut dire que vous achetez l'immeuble comme vous l'aviez visité, comme vous l'avez connu, comme vous devez le connaître. Et puis c'est pas la faute du vendeur si tout d'un coup il y a une lampe qui pète 2 semaines après avoir pris les clés ou bien si le frigo tombe en panne. Mais cette clause d'exclusion de garantie comme ça s'appelle, elle a des limites. C'est-à-dire que tous les défauts qui sont cachés ou intentionnellement cachés ne font pas partie de cette clause et ne peuvent pas être hors garantie, considérés comme hors garantie aux yeux du vendeur. Donc un défaut qui est intentionnellement caché, c'est par exemple, imaginons, il y a un trou dans ce mur et ce mur est un mur extérieur, donc un trou sur l'extérieur. Le jour de la visite, en tant que vendeur, je ne veux pas que l'acheteur voie ce trou. Je suis vendeur, je mets un tableau devant et puis dès que la visite est finie, je retire ce tableau et puis malheureusement, il y a un trou dans le mur le jour où vous prenez les clés de l'immeuble. Et bien à ce moment-là, c'est défaut caché, intentionnellement caché même de la part du vendeur, et puis c'est la prison pour lui. À noter que les défauts intentionnellement cachés ont une prescription de 10 ans. Ça veut dire que pendant 10 ans, vous êtes protégé à ce niveau-là. Pour les défauts cachés, c'est un peu moins grave. C'est si par exemple vous visitez un 15 juillet ou un 20 juillet, il fait très chaud, il fait 40 degrés dehors et il n'y a pas le chauffage. Et puis vous prenez les clés en novembre et vous vous rendez compte en rentrant dans la maison le 12 décembre, vous devez allumer le chauffage et puis le chauffage ne marche pas et puis il ne marchait pas depuis le mois de mai de l'année là. Donc avant la visite, évidemment que c'est un défaut caché qui doit être réparé par le vendeur. Bon, une fois que vous avez parcouru le projet d'acte, que vous êtes sûr, que vous êtes convaincu, que tout le monde est convaincu, vous allez signer chez le notaire. Vous pouvez le faire par procuration à part ça, donc quelqu'un peut vous représenter à la signature, vous n'avez pas besoin d'y aller. Vous n'avez qu'à payer le prix de vente sur le compte du notaire et puis ensuite pensez juste au dernier détail de prise de possession, c'est-à-dire le changement de propriété pour le distributeur d'électricité, le changement du multimédia, le changement de l'assurance. Il y a des assurances qui sont privées, des assurances qui sont obligatoires, non obligatoires, des assurances qui sont cantonales. Ça fonctionne un peu différemment partout en Suisse. Et puis finalement, vous devez avertir l'administrateur de la copropriété si vous êtes dans un immeuble. Voilà, c'est tout. Ensuite, vous avez tout fait et vous pouvez enfin confronter tous les problèmes d'un propriétaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à nous écrire ou à nous appeler si vous avez quoi que ce soit comme question. Et nous, on se voit très vite.